Bonjour à tous. Merci Monsieur Neveu d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous tous d'être là. Et avant même de commencer, on va laisser la parole à Léa, qui va essayer de décrire en quelques lignes votre vie. Merci. Bonjour Monsieur Neveu. Merci d'être parmi nous ce soir. Forum tient à remercier l'école et notre partenaire Mazars pour la confiance qu'ils nous accordent. Et nous rappelons qu'il se tiendra une séance de dédicace à la fin de la conférence en salle 1106. Donc vous êtes tous conviés à vous. Cher Monsieur Neveu, c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans notre école. Et pour ma part, je l'avoue, c'est avec une très légère appréhension, car la première chose que l'on me dit, lorsque j'ai dit que je voulais écrire votre billet, c'était « Léa, tu vas te faire descendre ». Voilà la réputation qui vous précède, Monsieur Neveu. Je me lance donc pour affiner votre portrait, car, oui, Monsieur Neveu, vous êtes avant tout connu pour votre bagou, votre talent de critique et vos coups de gueule. En fait, pour cette image de diable dont vous jouez sur la première couverture de votre livre, que l'on peut voir ici. Alors que je pensais vous connaître, alors que je pensais pouvoir vous lire à livre ouvert, la lecture de Pourquoi tant de haine m'a permis de me mettre à la page. J'espère que vous aurez tous remarqué cette métaphore filée sur les livres, car elle donne un sens à la suite de ma présentation. Monsieur Nolot, vous êtes avant tout un féru de littérature. Et d'une littérature que je pense pour la plupart, nous ne connaissons pas. Nous connaissons certes Amélie Nothomb, Marc Lévy, Bernard Henri Lévy, qui sont dans votre ligne de mire. Mais nous ne connaissons pas messieurs Wagenstein, Anton Dornchev et monsieur Kadhafi. J'espère que j'ai bien pour ne citer que. Cette passion pour les écrivains de l'Est, inconnue pour le commun des mortels, vous la découvrez au cours d'un long séjour dans les Balkans, une fois votre DEA de lettres en poche. De retour en France, vous allez plaider leur cause en vous lançant dans l'édition. Vous créez une association destinée à l'édition, l'Esprit des Péninsules, avec laquelle vous avez eu quelques ennuis judiciaires récemment, et votre propre maison d'édition, Balkanique, liquidée en 2007. Vous aurez plus de succès avec la traduction, en étant distingué en 2004 par le prix de l'UNESCO. En parallèle, à partir de 1992, vous entamez une collaboration avec la revue de littérature des Matricules des Anges, dont nombre de chroniques sont regroupées dans Pourquoi tant de haine. Mais la grande question est la suivante. Comment allez-vous atterrir dans l'arène de la radio et de la télévision, milieu qui semble a priori si étranger à ceux de la littérature et de l'édition? Vous vous essayez au pamphlet, vous pamphlétisez vos essais, et c'est grâce à un pamphlet, grâce à la littérature, au secours Houellebecq revient, que l'on vous propose de devenir animateur sur Sa Balance à Paris, puis à On n'est pas couché, l'émission présentée par Laurent Ruquier sur Radio, qui vous confronte à des personnalités du monde politique et culturel. Laurent Ruquier a fait appel à deux personnes qui n'ont rien à voir avec le milieu de la télévision, vous et M. Éric Zemmour. Éric Zemmour, vous avez de commun le prénom, un même amour pour la joute verbale, et le sens de la formule incisive pour le plus grand plaisir des amateurs de la polémique et des critiques. Vous formez un duo de choc, parfois décrié, en tout cas redouté de vos invités. On garde en mémoire les clashs avec Francis Lalanne et Nicolas Bedos. Mis sur la touche en 2011, après 4 ans de bons et loyaux services à tacler aux invités, car oui, je n'oublie pas que vous êtes également chroniqueur sportif à nos interviews, vous reconstituez ce couple gagnant, Nolot Zemmour, dans l'émission éponyme sur Paris Première. Ce soir, Monsieur Nolot, vous nous parlerez de la position délicate des critiques littéraires sur le marché, de votre amour de la vraie littérature et de sa place dans un monde ultra médiatisé, de votre passion pour des auteurs à succès comme Amélie Nothomb, Michel Houellebecq et Frédéric Becbédé, en fait, je plaisante bien sûr. Pour conclure cette présentation,
Je me permets d'emprunter et de révisiter cette formule chère à Laurent Ruquier. Il est grand temps pour moi de rejoindre le public et de vous laisser entre les mains de Loïc et d'Adrien. Je vous souhaite à tous une excellente conférence. Merci beaucoup Léa. Peut-être Monsieur Nolot, vous avez un droit de réponse si vous voulez. D'abord, vous remercier pour cette invitation. Non, je n'ai pas grand-chose à redire à ce portrait. Simplement que j'ai bien compris que vous insistiez beaucoup pour m'appeler Monsieur Nolot afin de bien souligner notre différence d'âge. C'est toujours difficile à certaines époques de la vie, bon, c'est la cruauté de la jeunesse, mais je vous pardonne. Ensuite, vous avez mis un peu de manière oblique le doigt sur un des problèmes qui me préoccupe et qui explique aussi pourquoi j'ai accepté cette invitation. Parce que vous dites, oui, on connaît bien Amélie Nothomb, PPD, mais on connaît mal Angèle Wagenstein, Anton Donchev ou Ismail Kadare. C'est-à-dire que je comprends, dans le cas de Wagenstein et de Donchev, je comprends ce sont deux auteurs bulgares pas très connus, encore que publié par Actes Sud dans le cas de Donchev, sur la liste depuis de nombreuses années des finalistes du prix Nobel de littérature. Vous savez, le prix Nobel de littérature a pour tradition presque de sortir des noms, on ne sait pas d'où ça vient, mais il se trouve qu'ils sont souvent des très très grands auteurs qui sont très méconnus en France. Mais par exemple, Ismail Kadare, vous voyez, je regrette cette méconnaissance parce qu'il y a eu un temps où il n'y avait pas une division aussi nette entre, d'une part, le monde, disons, je parle en termes très généraux, hein, entre le monde de l'entreprise et du commerce d'un côté et le monde de la littérature. Il y avait des personnes qui étaient porteurs des deux cultures. Et ce sont deux mondes qui se sont beaucoup éloignés, le monde entrepreneurial et le monde de la culture. Je le regrette et moi j'espère pouvoir servir de pont entre ces deux. Voilà. On peut s'intéresser à l'entreprise et on peut s'intéresser à la littérature. Et chaque fois que j'ai essayé de jeter ce pont entre deux mondes qui s'éloignent un peu, qui ont été, je le rappelle, plus proches par le passé, j'ai toujours été très satisfait du résultat. J'ai fait une conférence devant l'équivalent des grands patrons, disons, du CAC 40 belges, et ils étaient vraiment... ils découvraient des auteurs, ils avaient envie de découvrir. Et si ces deux mondes pouvaient un tout petit peu fusionner, j'aurais pas tout à fait perdu mon temps. Sinon, juste, je rectifie, quand j'ai publié Au secours Waldeck revient, évidemment, on m'a d'abord proposé une place de chroniqueur plutôt que d'animateur de Sa Valence à Paris, mais j'ai réussi à piquer la place de l'animateur au bout de 4 ans. Je suis dans toutes les émissions auxquelles j'ai participé, j'ai fini par piquer la place de l'animateur, sauf On n'est pas couché, et c'est peut-être pour ça que je suis parti. Le qui est trop difficile à développer. Voilà. Sinon, belle présentation. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors merci, on va revenir à tous ces thèmes de littérature. Donc dans votre dernier livre, Pourquoi tant de haine, vous revenez sur 20 ans de chroniques littéraires que vous avez publiées dans différents domaines. On va essayer de balayer l'essentiel en s'intéressant à 3 thèmes. Premièrement, la partie littérature. Deuxièmement, le rôle de la critique face au marché. Et enfin, on s'arrêtera sur le cas Éric Nolot. Alors, première partie, on va parler littérature. Ils reviennent. Je me rends compte d'un grand spectacle. Oui. C'est un son de lumière totale. Alors, justement, je me sens un peu sous pression, je vais faire de mon mieux. Tout va bien se passer normalement. Alors vous nous présentez donc, comme le disait Léa, beaucoup d'écrivains, des écrivains d'Europe de l'Est notamment, donc Donchev, Chalamov, Kadare. Donc tout d'abord, une question toute simple, comment on vient à découvrir et à aimer toute cette littérature de l'Est? Donc, ce que vous avez précisé au tout début là, de la question, et c'est tout à fait ça. En fait, un jour que je déjeunais avec mon éditeur, j'ai mentionné dans la conversation que ça faisait 20 ans que je publiais à titre régulier des chroniques, même si j'avais publié un peu auparavant. Il m'a dit, mais 20 ans, ça se fait, pourquoi tu ne réunis pas un choix de tes chroniques? Et voilà, on a fait un livre sur l'histoire de marquer cet anniversaire. Donc, pourquoi tant de haine, un petit jeu sur les initiales. Alors ce rapport avec l'Europe de l'Est, c'est à la fois étrange parce que
je sens bien que ça correspond à une nécessité intérieure, et puis comme toutes les passions, ça met un peu du hasard. Quand j'étais gamin, j'étais fasciné par l'alphabet cyrillique, qui est l'alphabet utilisé en Russie, en Bulgarie, en Serbie, quand il y avait des matchs de football notamment. On voyait apparaître les noms des joueurs français en alphabet cyrillique. Et moi, ça me choquait presque quand j'étais gamin. Je me disais, ces types-là, ils ne respectent rien, quoi. Il y a des lettres, c'est à peu près les nôtres, puis il y en a d'autres, c'est n'importe quoi. Ce N à l'envers, ça fait I, qu'est-ce que c'est que ce truc, et voilà. Et puis, ça, j'étais vraiment très jeune. Et ensuite, j'ai développé une sorte de fascination pour ce qu'on appelait l'autre Europe. C'est à l'époque où on parlait encore de l'Empire du Mal, c'est-à-dire que c'était des pays qui étaient très proches, c'était parfois 1 heure d'avion, ou juste le temps de passer une frontière, par exemple entre l'Italie et la Yougoslavie. Et on entrait dans un monde complètement différent, celui du communisme, celui du goulag, voilà. Donc à la fois l'Europe, ce sont des Européens, on habite le même continent, mais ils incarnent une civilisation différente, un système politique complètement différent. Et ensuite, j'ai découvert la littérature russe, d'abord les classiques russes, et puis j'ai eu vraiment un choc esthétique. C'est pour ça que je regrette la méconnaissance dont on vient de parler d'Ismail Kadare. C'est un écrivain albanais, mais qui à mon avis est parmi les plus grands écrivains apparus au cours du XXe siècle, non seulement européens mais mondiaux, qui a créé dans des conditions épouvantables, parce que la dictature albanaise, c'était quelque chose qui paraît insensé aujourd'hui, c'était vraiment d'une sauvagerie extrême, et dans des conditions défavorables, il a créé vraiment une œuvre très forte. Donc voilà, la découverte de Kadare a donné une forme littéraire à cette fascination pour l'Europe de l'Est qui était assez vague. Et ensuite, il y a eu un autre hasard beaucoup plus personnel, c'est qu'à l'époque, on devait encore accomplir un service national, pas forcément militaire. Et moi, j'ai obtenu de faire mon service militaire comme prof et on m'a envoyé en Bulgarie. Envoyé en Bulgarie, donc j'étais immergé en plein dans l'alphabet cyrillique, mais le reste, c'était encore la Bulgarie communiste, un monde très étrange, il faut bien le dire. Je n'étais pas à Sofia, j'étais dans une ville de province, la 7e ville de Bulgarie, Sliven. Et j'ai découvert vraiment l'étrangeté de tout ça, de ce système politique. Évidemment, j'ai travaillé 86 à 88. J'aimerais bien faire malin en vous disant j'avais discerné les signes de l'écroulement et de 89. Non, je dois dire que voilà, je trouvais que les élèves étaient assez insolents pour des gamins qui avaient été formés aux jeunesses communistes et dans une atmosphère de propagande vraiment continue. Donc je trouvais qu'il se passait quelque chose, mais de là à imaginer que tout ça n'appartiendrait bientôt plus qu'à l'histoire, on ne parlerait plus du mur de Berlin ni du rideau de fer, ça j'ai pas pu l'imaginer. Voilà, donc, et maintenant je dois dire que je trouve beaucoup plus mon plaisir dans la fréquentation des auteurs d'Europe de l'Est plutôt que dans la fréquentation des auteurs français. Mais je ne voudrais pas donner non plus une fausse idée du livre, et il se trouve que les textes sur les auteurs d'Europe de l'Est doivent représenter, je n'ai pas fait de calcul statistique précis, mais à peine un quart de l'ouvrage. Donc je parle de plein d'autres choses. En effet, je parle d'Amélie Nothomb, ou de Guillaume Musso, ou de Marc Lévy, et autres gâcheurs de papier patentés. Justement, toujours pour continuer sur ces auteurs d'Europe de l'Est dont on vient de parler, tous ces auteurs ont traversé des moments d'une incroyable violence. Je pense à Kadare, à Chalamov. Alors une question, est-ce qu'il faut avoir été torturé ou être torturé pour faire un grand livre Oui, c'est une bonne question, et d'ailleurs c'est peut-être ça qui explique mon attirance pour les pays de l'Est et ma moindre attirance, surtout pour un grand lecteur de littérature française. Un de mes auteurs de chevet, c'est Paul Gaden, qui est un auteur très étrange, parce que la postérité lui réserve un sort de montagne russe. De temps en temps, on en parle un peu, puis il retombe dans l'anonymat, et puis il y a quelqu'un qui a un peu voix au chapitre, qui nous dit « Ah, une Gaden, c'est quand même… » Voilà, donc j'ai tenu à ce que le premier texte du livre soit un texte consacré à Paul Gaden. Mais en effet, vous citez Kadare, j'ai dit en 2 mots dans quelles conditions il avait œuvré. Chalamov, c'est un rescapé des goulags, il a fait des années et des années de goulag, et il a quand même, et puis vraiment le goulag, autant où c'était vraiment une expérience comparable au camp d'extermination nazi, quasiment, donc il en est sorti, et il en a tiré une œuvre extraordinaire. Vous savez, il y a un test un peu bêta, mais je pense que vous avez tous répondu à cette question. Si tu ne devais emporter qu'un livre sur une île déserte, voilà. Et moi j'hésite tout le temps entre 2 livres, soit L'homme sans qualité de Robert Musil, soit Les récits de Colima de Chalamov, parce
parce qu'il raconte ce que c'est que l'expérience du goulag, comment on y survit, surtout comment on en fait de la littérature. Voilà, c'est un des plus grands livres que j'ai lu. Et effectivement, ça crée tout de suite une tension dans laquelle la littérature peut s'épanouir. Je ne dis pas que ça soit obligatoire. On peut par exemple écrire comme Proust à partir de situations mondaines et en faire de la très grande littérature. Moi je tiens Proust pour un des plus grands génies de la littérature qu'on ait jamais lu. Mais c'est vrai que tout d'un coup, confronté à l'histoire, vous êtes mis sous tension comme écrivain et ça donne souvent des œuvres fortes. Et je dois dire, parmi mes expériences de lecture les plus fortes de ces derniers temps, c'est toujours des auteurs qui sont confrontés à l'histoire. Je pense à l'autobiographie de Salman Rushdie. Voilà, les confronter à une fatwa, ça change la vie. Et forcément, tout ce qui va vivre va prendre une intensité supérieure, va demander de l'auteur plus de qualité, plus d'énergie pour surmonter ça. Où j'ai lu Vie des anges de Christa Wolf, qui est une auteure d'ex-Allemagne de l'Est. Elle a connu donc l'instauration de l'Allemagne de l'Est, elle a connu la fin de l'Allemagne de l'Est. Et dans le livre Vie des anges, elle raconte qu'à Los Angeles, alors qu'elle effectue un séjour littéraire, dans la presse allemande, paraît un article qui la met en cause, elle aurait collaboré avec les services secrets. Donc, vous voyez, quand vous êtes confronté à ça, c'est sûr qu'après, quand Christine Angot fait un livre pour vous expliquer qu'elle a découvert un nouveau pli sur son nombril, tout d'un coup, ça n'a pas la même force et ça ne peut pas m'attirer de la même manière. Mais en même temps, il n'y a pas de thème excluant. Vous pouvez très bien faire un très grand livre sur le pli que vous avez découvert sur votre nombril, mais c'est vrai que comme quand vous êtes confronté à l'histoire avec un grand H et comme disait l'autre avec une grande H, évidemment, ça donne des livres d'une autre envergure, il me semble. Donc justement, pour rebondir là-dessus, est-ce que c'est pas là cette vie en conflit, par exemple, de nombreux de ces auteurs, la principale différence avec, vous parliez du pli de nombril de Christine Angot, la principale différence avec la littérature moderne française, est-ce que votre complice ami Pierre Jourde appelle la littérature sans estomac? Est-ce que c'est, vous nous préciser un peu ce concept? Oui, c'est un peu ça. Encore que la littérature sans estomac, là, c'est un livre dont je suis très fier, mais dont je ne suis que l'éditeur. Hein. C'est vraiment un très très grand livre de critique de Pierre Jourde. Je dois vous dire qu'en l'éditant, je n'en avais pas entièrement conscience, mais il y a vraiment un avant et un après dans la critique de la littérature sans estomac. Alors, je pense qu'il ne me contredirait pas, mais lui, il place les enjeux plus du côté textuel, c'est-à-dire plutôt du style. C'est plutôt les enjeux de style qui l'intéressent, en tout cas dans la littérature sans estomac. Il est certainement moins branché sur les littératures de l'Est que moi, mais les deux propos ne sont pas contradictoires. Parce qu'il se trouve que les auteurs dont je parle ont fait en plus une œuvre stylistique, en plus d'empoigner l'histoire ou d'être à la hauteur des événements qui les affectaient. Il se trouve que ce sont des stylistes. Et la sobriété de Chalamov, par rapport à ce qu'il a vécu, qui ne verse jamais dans une sorte de lyrisme échevelé, je trouve ça aussi admirable que d'en avoir tiré une œuvre proprement dite. Oui, en effet, on se rejoint, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a fait quelques livres en commun, puisque nos points de vue sont complémentaires. Et donc, pour revenir sur la littérature française que vous décriez, est-ce que c'est pas simplement le reflet d'une société nombriliste et qui correspond à une époque, exhibitionniste et individualiste? Les thèmes principaux qui sont abordés dans ces ouvrages. D'abord, ce que je dois vous dire, c'est que, évidemment, que je ne décris pas, la littérature française dans son ensemble. Moi, je lis de la littérature française toute l'année, il y a toujours des choses admirables que je trouve, il y a énormément de choses dispensables, mais c'est une littérature tellement diverse, tellement abondante, que je me garderai bien de tout jugement d'ensemble. En revanche, ce que je note et ce que je déplore, c'est que souvent sont mises en avant des œuvres qui, en effet, relèvent du narcissisme. Et là, on va finir par faire la liste des écrivains qui n'ont pas encore écrit un bouquin sur leur mère. Toutes les semaines, il y a un bouquin sur Maman est morte ou Maman va mourir. Mais, je veux dire, c'est très triste pour l'individu. Mais ça ne donne pas forcément des choses intéressantes, c'est ça. Parce qu'après on peut dire que vous n'avez pas de cœur, vous n'êtes pas touché. Si je suis touché par la tragédie, mais quand c'est pas la mère, c'est le père, quand c'est pas le père, c'est le frère ou la sœur, ou le demi-sœur, le cousin, le chien. Je veux dire qu'il y a une sorte d'épuisement là, de la matière intime, mais sur le mode anecdotique que je trouve un peu pénible. Or, comme vous le soulignez très justement, comme on est dans une époque qui ce qui explique le succès de la télé-réalité. Avant, vous passiez à la télé parce que vous aviez des choses intéressantes à dire. Maintenant, vous passez à la télé parce que vous n'avez rien à dire. C'est le principe de la télé-réalité. Quelqu'un comme Nabila devient une star du jour au lendemain, c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui cloche dans la machine. Donc,
la littérature, forcément, étant connectée sur la société, les grands mouvements, les grands courants de la société, reflète ça en partie. Mais je ne veux pas anticiper sur votre, si j'ai bien compris, c'est la troisième partie. Je trouve que la critique est là, justement, pour essayer de promouvoir non pas ces œuvres très superficielles, et vous voyez que c'est des livres qui n'existent plus, ça dure 15 jours, ensuite c'est un autre auteur qui va écrire sur son autre maman qui va trouver... Bon, voilà. Donc, moi, je trouve que la critique devrait essayer de s'extraire de ce mouvement de livres auto-centrés pour parler de ce qui est essentiel. Alors, de manière générale, quand on fait un bilan de vos chroniques littéraires dans la première partie de votre ouvrage, vous semblez avoir un peu de mal avec la littérature qu'on appelle populaire. Alors, on va voir là, justement un classement des meilleures ventes de la semaine. Est-ce qu'il n'y a vraiment aucun succès populaire qui est grâce à vos yeux ou Rousseau, Jean-Christophe Ruffin, non, moi j'ai rien contre la littérature populaire. Je vous prends un exemple, je vais commenter la liste, mais je vous prends un exemple qui n'a rien à voir avec l'actualité. Moi je suis un fan des Total, indécrottable par exemple de Simon. C'est difficile d'imaginer un auteur plus populaire que Simon. Aujourd'hui, il y a des millions d'exemplaires, c'est peut-être un des auteurs francophones les plus traduits au monde, adaptés au cinéma, parce qu'il m'aurait rêvé quand il a commencé à écrire. Un immense créateur d'univers, je trouve même que c'est un grand styliste, il n'y a vraiment pas de problème. Je trouve qu'Alexandre Dumas, je recule encore dans le temps, voilà, quand le Comte de Monte Cristo a été adapté au théâtre, c'est une intrigue très compliquée, le Comte de Monte Cristo, et bien, il n'y avait pas d'explication, on ne fournissait pas d'explication. Pourquoi? Parce que tout le monde connaissait le roman. C'était tellement connu que les gens n'avaient pas besoin d'explication sur ce qui allait se passer sur scène. Et je prends un plaisir fou à lire Alexandre Dumas. Donc il n'y a vraiment pas de problème. En revanche, là, il y a ce que j'ai lu vraiment de plus terrible depuis longtemps, nous avons bien présenté, c'est d'une part Guillaume Musso, parce que Guillaume Musso, il a fait quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, c'est qu'il fait du sous-Marc Lévy. Ça, je pensais que c'était pas possible. Il a réussi quand même à baisser encore un peu le niveau. Et alors notamment 7 ans après, là je vous le conseille parce que c'est quand même une sorte d'hallucination textuelle. Surtout la fin du livre où il a un peu de mal à finir son intrigue, donc tout est ramassé en 10 pages, il se passe vraiment énormément de choses en 10 pages, et si vous voulez mon avis, il s'en passe même un peu trop. Et par ailleurs, on peut toujours descendre un peu parce qu'il y a aussi 50 nuances de gré. Alors là, 50 nuances de gré, franchement, pour le moment, mais c'est vrai que j'ai tendance à refouler, par manière d'autodéfense, j'ai tendance à refouler le souvenir des livres terribles que j'ai lus, et ça fait longtemps que je n'avais pas lu une dope pareille. Là, j'étais sidéré, c'est-à-dire que souvent je suis porté par la conscience professionnelle, mais là j'ai cru que j'y arriverais pas. Donc j'ai lu un seul volume, voilà, et je ne comprends pas. Il y a des livres, je comprends, c'est pas la littérature que j'aime, mais je comprends l'utilité. Là je ne comprends pas. C'est plutôt des livres qui sont lus par les femmes, mais si vous voulez de la littérature, visiblement c'est pas là où vous la trouverez, et si vous voulez du porno, il y a des trucs beaucoup mieux. Beaucoup plus large, et surtout beaucoup mieux écrits. Ils viennent de rééditer les manuels, formidable. Ça c'est vachement bien. Non, il se passe quelque chose, il y a un peu de... Là c'est vraiment... Non, Guillaume Musso, malheureusement, il a inventé, il a interprété à sa manière assez pauvre le principe sujet-verbe complément et il voudrait obtenir en retour sujet-verbe compliment. Mais c'est pas le bon. Il y a le retour de l'écume des jours. Très grand livre et assez mauvais film, il faut bien le dire, de Michel Gondry, malheureusement, qui est complètement passé à côté. Ça arrive, mais je crois qu'il a été un peu écrasé par son sujet. Mais voilà, la littérature populaire, l'écume des jours, tout le monde lit ça. Au général, j'en lis quand on est ado, c'est plutôt des lectures de 14-15 ans. Moi, j'ai alors vraiment aucune difficulté à admettre que j'aime beaucoup l'horizon. En revanche, Gondry s'est complètement laissé aller à son imagination visuelle, a complètement écrasé le film. C'est quand même un film tragique, c'est une femme qui va mourir parce que, métaphore du cancer, il y a un nénuphar qui se développe dans son poumon, c'est quand même tragique et il s'en souvient que 10 minutes avant la fin du film. Et sinon, il vous montre tout ce qu'il sait faire et il est très impressionnant, mais l'émotion est partie. Donc, vraiment l'opposition littérature populaire, littérature pour l'élite n'a aucun sens pour moi et j'irai même plus loin.
je suis choqué que tout le monde s'accommode d'une situation où, de manière plus ou moins détournée, mais parfois on vous le dit directement, on dit au grand public, vous avez le droit qu'à ça. N'allez pas voir ailleurs. Vous n'allez pas voir le livre de Nolo, parce que des fois vous découvriez un livre de... Voilà. Mais c'est pas pour vous. Ça c'est pour Nolo et ses copains élitistes, c'est pas vrai. Paul Gaden, c'est quelqu'un de très simple à lire, c'est magnifique. Cadaré, il n'y a rien de plus simple à lire que Cadaré, c'est magnifique. Chalanov, c'est une grande expérience de lecture, il n'y a aucune difficulté de lecture. Il arrive que les grands livres soient d'un accès difficile. Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu rebutés par les phrases de Proust, voilà, mais vraiment, littérature étrangère, littérature française, c'est une opposition que je trouve complètement factice, artificielle, et littérature élitiste, littérature populaire, pour moi ça n'a aucun sens. Je prends mon plaisir où je le trouve, peu importe le flacon, comme disait l'autre, pourvu qu'on ait du mix. Très bien. Pour justement faire ce que vous avez fait là, un travail de critique, de tri, c'est le rôle du critique pour juger par rapport au marché culturel qui nous est imposé. Et la critique, selon vous, semble être le dernier rempart face aux forces des maisons d'édition, du battage médiatique, de la promotion. Et donc c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie consacrée au libéralisme et à la critique. Deuxième vidéo. Non, troisième. Alors, j'ai une musique un peu apaisante qui commence. Alors, avant de porter donc, un jugement critique sur les œuvres, vous avez aussi une large part qui est consacrée à la critique que vous faites du marché culturel, du mécanisme des maisons d'édition. Vous faites un parallèle entre, par exemple, crise des subprimes et marché culturel. Est-ce que vous pouvez étayer un peu et développer? Alors, il y a quelque chose qui est dans le domaine de l'édition qui est vraiment tout à fait comparable, alors vraiment terme à terme avec la crise des subprimes, c'est le système des avances. Alors, il y a deux sortes de systèmes d'avance. Il y a l'avance qui est faite à l'auteur et qui est. Alors, c'est de moins en moins vrai parce que la crise, quand même, sévit dans l'édition aussi, mais qui est complètement déconnectée du niveau des ventes. C'est-à-dire que pour avoir un auteur, on lui donne par avance une somme d'argent dont on sait qu'on ne la récupérera pas. Je pense que vous êtes bien placé pour savoir que ce n'est pas un système qui peut durer pour toujours, parce qu'à force de sortir plus d'argent qu'il n'en rentre, ça peut être la catastrophe. Et puis surtout, il y a un système beaucoup plus pervers qui est un système de cavalerie légale. C'est qu'en réalité, les livres qui sont mis sur le marché sont achetés par les libraires, qui les payent à 60 jours, tandis que l'éditeur paye son imprimeur à 90 jours. Donc c'est une sorte d'avance de trésorerie. Alors c'est comme le vélo, tant que vous continuez à pédaler, ça avance. Si vous arrêtez de pédaler, vous vous cassez la figure. Et il y a des choses dramatiques, parce que si l'éditeur connaît des difficultés, ralentit la production, tout d'un coup il n'y aura plus de rentrée d'argent, et il y a le système des retours, puisque les libraires renvoient les livres invendus et sont donc évidemment remboursés de ce qu'ils avaient avancé. Donc d'un point de vue technique, c'est très proche de ces marchés artificiels, de ces bulles financières. Après, là c'est plus du côté métaphorique, la critique se confond pour l'essentiel, et à mon sens trop souvent, avec la promotion. C'est-à-dire que vous avez 15 films qui sortent par semaine, mais vous entendez surtout parler de 3 ou 4 d'entre eux. Vous avez à la rentrée littéraire, c'est-à-dire entre fin août et début septembre, plusieurs centaines de livres. J'ai plus de chiffre en tête, je crois que c'était 650 pour la dernière. Et vous avez à peine une vingtaine de livres qui vont faire l'objet d'un éclairage médiatique, c'est-à-dire que tout se passe comme dans un film en costume à grand spectacle, vous avez quelques stars et les autres sont là pour faire les figurants, pour faire masse. Et en réalité, dès le mois de juin, les attachés de presse attirent l'attention sur les livres qui leur tiennent à cœur, auprès des critiques, et les critiques suivent assez docilement ce que leur disent les attachés de presse, et les attachés de presse n'étant que les porte-parole des éditeurs. Moi, je conçois le rôle de critique comme une correction du marché, en effet. Voilà. Vous n'êtes pas là pour venir au secours du marché, vous n'êtes pas là pour faire les fins de mois des maisons d'édition, vous êtes là à partir de critères qu'on peut contester. Peut-être je me gourre complètement, hein. Peut-être que dans 50 ans, nos descendants, ou dans 100 ans, considérons que Christine Angot était le véritable grand écrivain du tournant des 20e et 21e siècles. Franchement, j'ai un doute, mais après tout, voilà, je ne serai pas là pour le vérifier. Mais je ne suis pas là pour voler à leur secours, je suis là pour m'en tenir à mes critères d'appréciation, et de faire en toute subjectivité. Je ne prétends pas l'objectivité critique, c'est pas possible. L'objectivité est impossible en critique. Mes goûts sont le reflet d'un prisme personnel. Mon goût pour l'Europe de l'Est, je vous ai dit d'où il vient, c'est une histoire
éminemment personnel. J'ai des critères littéraires, je les applique et j'essaye de mettre en avant ce qui me paraît le plus digne d'être lu, et je pousse la présomption encore un peu plus loin, c'est que j'essaie d'éloigner de ce que j'estime indigne d'être lu le plus de gens possible. Voilà, c'est mes deux buts dans la vie, enfin, une partie de ma vie. Alors justement, vous dénoncez dans Pourquoi tant de haine, et un peu ce que vous venez de nous dire, tout un système médiatique, éditorial, avec la rentrée littéraire qui met en avant que certains livres. Est-ce qu'il n'y a pas, vous pensez, une responsabilité du consommateur, parce qu'à l'arrivée, ces livres-là sont ceux que les consommateurs achètent, et s'ils les achètent, c'est peut-être parce que ce sont les livres qui leur plaisent. Du coup, je crois que pour les impostures littéraires, est-ce qu'il y a vraiment une imposture littéraire, ou alors est-ce que c'est le français moyen qui a des goûts douteux en manière en littérature, je ne sais pas. Et on va éviter de se fâcher avec le français moyen, parce que c'est nombreux, hein, sont nombreux. J'en fais partie, donc évitons de me fâcher avec les plus nombreux, comme disait l'autre. Il y a une responsabilité, mais évidemment qu'il y a une responsabilité, parce qu'en réalité, les moyens d'information existent. Vous l'avez signalé, non, c'était dans l'introduction, de Léa, c'est ça? Une partie des mots, des phrases, des chapitres, c'est quelque chose de différent. C'est très difficile de trouver un plaisir plus pur que de prendre plaisir à la poésie, par exemple. Voilà. Il se passe quelque chose d'autre que le langage. C'est pas seulement un rapport utilitaire au langage, c'est tout d'un coup vous accédez à un stade supérieur du langage. Écoutez, vous ramassez tout ça, et vous en faites une méthode, et vous priez pour que de temps en temps ça marche. Bon courage à vous. Alors merci Eric Nolot, merci d'avoir accepté notre invitation.